Il était une fois 3 moines qui étaient envoyés par leur congrégation sur une île. Tu la connais? Il rigolait avant la fin. Okay. Et au bout de quelques temps, peut-être, je pense quand même peut-être plusieurs années, et la congrégation qui envoie d'autres moines, des prêtres et tout ça pour voir où ils en sont. Et donc en arrivant, ils voient que les moines, ils étaient toujours dans un état de paix, de joie extatique. Et donc ils leur demandent, bon, qu'est-ce que vous faites pour être comme ça et tout. Et donc les 3 moines, ils disent, bah, nous, on répète juste un truc. Alors c'est un truc très simple, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc genre, nous sommes un, tu es un, merci, merci, merci. Un truc vraiment basique. Et ils connaissaient que ça. Ils n'avaient pas étudié tous les textes sacrés et tout ça. Donc ils se rassemblaient tous les 3 et tous les jours, ils répétaient ça. Et là, les moines plus orthodoxes, plus carrés, quoi, qui avaient fait des études de moines, ils leur disent non mais ça va pas du tout, vous pouvez pas faire ça, quoi, c'est pas possible. Et donc pendant des semaines et des semaines, ils essayent de leur apprendre la bonne façon de prier, la bonne façon d'avoir une pratique spirituelle digne pour notre Seigneur. Et au bout de quelques temps, bon, ils se disent ah c'est bon, on a réussi à vous faire ingurgiter un peu quelque chose de décent, voilà. Et donc ils se décident à s'en aller de l'île, donc ils prennent le bateau, et rendu à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de distance, donc ils sont sur le bateau, et là ils entendent derrière eux youhou, youhou. J'aime bien le faire avec le micro, c'est sympa. Ils se retournent et là ils voient les 3 moines qui sont en train de courir sur l'eau et qui leur disent « Votre prière, on a oublié. Revenez. » Et donc en entendant ça, la congrégation un peu plus orthodoxe dit « Non mais finalement, vous continuez comme vous faisiez. » Le gros avantage de l'éveil, enfin, en tout cas pour moi c'est un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre des tonnes et des tonnes de trucs, d'ingurgiter des tonnes d'informations. Il n'y a pas besoin d'être super intelligent. Bon, après, si vous êtes super intelligent, on va faire avec, c'est pas grave. Mais globalement, c'est vrai que si vous regardez dans les Écritures, les histoires des sages, c'est pas toujours des gens très intellectuels, et surtout, c'est pas toujours des gens qui ont une super mémoire. Si vous prenez les mystiques français, par exemple, Marthe Robin, c'est vraiment écrit dans sa biographie où elle essayait d'aller au catéchisme et à apprendre ce qu'on lui disait, mais rien ne rentrait. Pareil, quand on lui posait une question, elle regardait tout le monde, elle était là. Et sa seule pratique, c'était la répétition de Jésus, juste parce qu'elle disait qu'elle aimait ça. Et tout. Donc elle avait juste son petit chapelet dans la poche qu'elle aimait répéter parce qu'elle sentait la présence qu'elle répétait dans le cœur. Et puis des exemples comme ça, il y en a plein, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'être super intellectuel. Et même il y a un moment donné sur le chemin où personnellement ça m'a gavé. Ingurgiter toujours des bouquins et tout ça, j'ai senti que ça me mènerait nulle part, quoi. Donc à la fin, je lisais finalement que des trucs qui m'inspiraient. Puis quand il y avait une phrase qui m'inspirait, je la mâchonnais, je la mâchouillais. C'est-à-dire, je la gardais comme ça intérieurement et je la répétais intérieurement. Puis petit à petit, finalement, la lecture, elle s'est complètement
dissoute, quoi. J'ai arrêté. Puis quand j'ai demandé à Gérald un conseil, il m'a dit, tu sais, maintenant, ce que tu peux faire, oublie tout. Oublie tout ce que tu sais. En gros, passe par le cœur, arrête de passer par un mental, quoi. Souvent, quand on a l'élan quand même de lire et tout ça, c'est que ça nourrit quand même autre chose. Donc continuez si vous avez l'élan de lire, mais prenez bien conscience que quand vous lisez, c'est pas la tête que vous nourrissez, c'est le cœur. Par exemple, j'ai une amie qui avait lu le prototype de l'un, là, qui à la base faisait 475 pages, donc maintenant on l'a réduit à, je sais pas combien il fait, 100. La moitié. Ouais. Et elle m'a dit, quand je lis ce livre, je suis directement dans un état de conscience différent, un état de conscience modifié. C'est normalement ce qui doit se passer quand vous lisez un livre spirituel. Si vous lisez les livres spirituels comme Boulet Bill, tu vois, enfin Boulet Bill c'est bien, mais ça fait pas le même effet. Ça doit vraiment être voilà, dans le vécu quand vous lisez. En général, les derniers jours de satsang, maintenant, ce qu'on fait avec... ce qu'on aime bien faire, enfin, en tout cas, ce que j'aime bien faire, c'est partir du postulat inverse que ce qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire que la plupart des gens arrivent en pensant obtenir l'éveil en satsang, ou en cours de satsang, pendant le satsang. Et donc supposant qu'ils ne sont pas éveillés. Mais maintenant on va faire l'inverse, on va jouer, on va se dire que vous êtes tous éveillés, et à partir de maintenant, vous allez regarder qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas le cas. Un truc très simple. Et je suis sérieux. Je leur passe là. Oui, marche très bien. Un truc très simple, on peut absolument pas prendre votre place. Ce serait... En plus, on pourrait y jouer, hein, mais au bout de 5 minutes, tout le monde s'en ira. Chiche. Donc... Je vais vous dire, franchement, en plus, moi, j'ai vraiment rien à perdre. nous ça nous va parce qu'on a fait la proposition plusieurs fois. On s'est dit, ben, nous on vient s'asseoir là, voilà, et puis il y en a deux ou un, ou je sais pas, ou tout vient là. On nous reste là. Empilé sur les sièges. Oui, juste on tourne la caméra. Oui, c'est encore plus facile ça. Oui. Alors, ouais, je peux juste dire un truc. Bien essayé. Mais ça... Fallait oser, hein. Ouais. Mais en fait, c'est pas du tout un critère de réalisation. Le fait d'être éloquent quand on parle, par exemple, n'a rien à voir avec la réalisation. Il y a plusieurs personnes qui ont réalisé le soi, qui sont venues me voir, ou que j'ai eu par Messenger. Et ce qui s'est passé, c'est que quand c'est pas des personnes qui sont éloquentes du tout, on s'est regardé pendant 45 minutes, quoi. On est resté comme ça, et c'est tout, quoi. Non, mais ça, c'est bien suivi. Enfin, c'est bien suivi. Je te crois. En revanche, pour ne parler que de moi, si moi j'étais éveillé, j'aurais peut-être quelque chose à dire aux autres. C'est pas le cas. Ou pas. Alors, ou pas, ou alors ce serait tellement simple que, en fait, du coup, ça s'arrêterait vite. Ah oui, ça s'arrête vite. Hein. Ouais. Mais il y en a plusieurs hein, qui parlent beaucoup moins. Mais moi, depuis tout petit, je parle, si tu veux. Enfin, C'est pas ça pour citer vendredi, parce que je sais pas pourquoi, je me souviens de ce que tu as dit vendredi. Tu as parlé de toutes ces vies qui pouvaient être les cellules d'un seul et même corps, et tu as dit la vie est une. Et ça fait une grosse résonance en moi, je sais pas si en plus. C'est comme ça. Moi, je peux pas dire ça, sauf à mentir. Tu vois, à la fois ça m'intéresse,
Et si je prenais ta place, si je disais aux autres, vous savez, on est peut-être simplement les cellules d'un corps gigantesque et la vie est une, mais je leur mentirais, je le sens pas du tout. À la fois, ça me passionne de l'entendre, et si je le disais, je tricherais. Donc, je peux pas prendre ta place. Donc, c'est toi qui es éveillé, pas moi. Ouais. Alors, en fait, là, c'est... je ne le sens pas, t'as dit. Et l'éveil, c'est pas du tout une sensation. Ça passe vraiment pas par un ressenti. Tu étais là vendredi. Ouais. Donc quand j'ai posé la question, et vous pouvez le faire si vous n'étiez pas là vendredi, est-ce que quelque part dans votre expérience directe, il y a un calme quelque part? Tu l'as appréhendé, ce calme? Oui. Ouais. T'as bien réalisé que ce calme, il n'a pas apparu, il était déjà là. Ok. Donc, tu as la sensation que le calme est une expérience, est quelque chose qui va et vient. Ok. Donc, effectivement, il y a ça, c'est une croyance, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que ça change petit à petit. Il y a 3 étapes, on va dire, majeures. La première étape, c'est je peux ressentir le calme, et de plus en plus, c'est de plus en plus facile. Quand je dis étape, ça peut être aussi instantané. Hein. C'est pas forcément long dans le temps. La deuxième étape, c'est que tu te rends compte que ce calme, il n'est pas dans le corps. Parce que c'est pour ça que je vous ai fait... Si vous n'étiez pas là vendredi, vous pouvez essayer de le faire. Donc vous sentez qu'il y a un calme dans l'expérience. Puis après, avec le bout de votre doigt, vous essayez de voir mais d'où il émerge, ce calme. Et là, c'est super intéressant parce que autant on fait l'unanimité quand on pose la question qui ne ressent pas le calme. Par exemple, personne ne lève la main, jamais personne ne ressent pas le calme. Mais par contre, quand on demande d'où vient le calme, alors là, c'est complètement différent pour tout le monde. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui ne bougent pas, ils bug, ils n'arrivent pas à savoir. Mais en fait, mais tout est vrai. Parce que le calme, il est partout en même temps, effectivement. Le calme, c'est être. Et puis, donc ça, c'est je suis en le calme. C'est la deuxième expérience. Si tu te rends compte que le calme, donc là, à ce moment-là, tu as encore identifié à une forme, tu crois encore être un corps, mais un corps qui baigne dans la présence. Donc la deuxième étape, c'est ça. Et la troisième étape, c'est ça se révèle, tu réalises que, ah mais en fait, je suis le calme. Parce que je peux tout retirer, toutes les perceptions, toutes les sensations, toutes les pensées, etc., toutes les croyances, mais ce calme-là, il est toujours là. Et pour le réaliser, que ce calme est toujours là, en général, il y a une revalidation qui est nécessaire. Et avec le quotidien. Donc merci le quotidien, parce qu'en fait, c'est avec le quotidien, par exemple, quand tu disais, oui, mais quand je suis chez moi, quand vous n'allez plus être là, je vais me sentir seul. Donc ça, en fait, se sentir seul, c'est pas un souci. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que tu as le goût de la tristesse quand tu dis ça. Et donc, cette tristesse-là, à partir de là, tu sens la tristesse, mais si tu te poses la question, est-ce qu'il y a un calme dans l'expérience quand même, malgré tout? Tu vas te rendre compte qu'il est là. Puis si tu ressens de la colère, ça sera pareil. Est-ce qu'il y a un calme dans l'expérience? Il faut s'en rappeler aussi, hein, parce que sinon on se fait rattraper tout de suite. Hein. Et là, tu dis, ah oui, il est là aussi. Même quand il y a de souffrance physique, est-ce qu'il y a un calme dans l'expérience? Ah oui, c'est là. Et c'est à partir de là, à force de, entre guillemets, faire des allers-retours, c'est pas des allers-retours, mais on croit que c'est des allers-retours. Et bien, à un moment donné, tu vas dire, mais si c'est tout le temps là, si ça bouge jamais, c'est que c'est ça ma vraie identité. C'est pas ce qui bouge tout le temps. Ma vraie identité, c'est ce qui est permanent. Donc en fait, c'est une autorisation, s'autoriser à accepter ce qu'on est. Des fois, c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai qu'on aime bien ses caractéristiques, y compris sa prison de souffrance, parce qu'on connaît bien sa prison.
la dame dont je parlais au tout début du satsang, que je vais répéter la même chose à pratiquer, c'est quelqu'un qui est typiquement dans le schéma de ce que j'appelle le personnage pauvre de moi, qui est un classique. Hein. C'est-à-dire que le pauvre de moi, en fait, se nourrit tourne en boucle avec ah, mais il faut qu'on me regarde dans ma souffrance, etc. Et des fois, ça, c'est vraiment des croyances très profondes qui font qu'on tourne en boucle là-dedans. Et il y a même une fois quelqu'un qui vivait dans la tristesse depuis 40 ans, quand je l'ai guidé, puis qu'elle a vu que c'était un objet, donc je lui ai dit, tu vois, c'est un objet, c'est pas toi, vu que tu le perçois et tout. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut lâcher maintenant ? Et là, elle a eu une secousse, elle s'est dit, non, parce que je vais disparaître. Parce que c'est tellement moi, la tristesse, que je peux pas la lâcher. Donc voilà, c'est s'autoriser, c'est ce qui est dit dès le début, je crois, du livre. Et moi, je ne le croyais pas. Hein. Quand Gérald m'a dit la réalisation, c'est s'autoriser à accepter ce qu'on est. Je ne le croyais pas du tout. Je pensais que non, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait... En fait, ouais, c'est s'autoriser. Mais ça veut dire s'autoriser aussi à ne rien savoir. Et là, c'est un bon indicateur pour voir un peu où vous en êtes, en termes de saisie du petit personnage. Si je te dis, imaginons, enfin si je vous dis à tous, que tu ne sais plus rien, y compris être français, le temps, ton âge, la famille, plus de relations, plus rien, tu ne sais plus rien, tu n'as plus aucune mémoire de quoi que ce soit. Est-ce que ça fait « Ah, c'est trop bien » ou est-ce que ça contracte ? C'est un indicateur. Tu peux voir, si ça contracte, c'est qu'il y a encore des choses à voir, des saisies, quoi. Parce que ne rien savoir, en fait, c'est vraiment un bonheur. Alors évidemment, on garde des trucs pour le quotidien, mais vraiment, la joie est là, dans le fait qu'on ne sait rien. Souvent, les amnésiques sont paniqués, quand même. Je connais des gens qui ont des expériences d'amnésie, mais ça crée chez eux une grande frayeur, une grande... Oui, mais parce qu'ils ne sont pas forcément... Non, en fait, c'est pas... Oui, déjà, ils ne sont pas forcément sur un chemin. Il y a une identification là, au personnage. Ouais, et puis prends un micro. Est-ce que ça a répondu là, il y a une identification au personnage, automatiquement. Donc ça crée une panique, une peur. On croit que pour exister, il y a besoin d'avoir un passé. Donc une mémoire, une histoire, des histoires. Donc forcément, quand on est encore identifié à ce fonctionnement-là, cette espèce de programmation, d'identification, forcément ça génère, enfin, en tout cas il émerge une peur, une angoisse, quelque chose de ce genre-là. Oui, très souvent. Moi je reconnais justement des amnésiques suite à des accidents, des choses comme ça. Et ça a été le cas, sauf une là, que j'ai dans mon entourage, qui a donc un cheminement. Donc elle s'en sert comme, j'allais dire, comme quelque chose pour surfer en fait. C'est comme une vague pour elle. Donc c'est devenu quelque part un atout. Elle a compris que ça pouvait lui servir justement plus avoir de mémoire. C'est comme si comme si tout était vierge et que tout allait se faire dans l'instant. Elle a eu cette compréhension. Voilà, mais quand les gens sont pas tous forcément sur un chemin, bon, c'est la vie. Il y a toujours le personnage identifié, et là, les paniques, les peurs peuvent surgir, effectivement. Oui, c'est juste... ça m'est arrivé avec ma grand-mère, qui a 94 ans, donc elle perd des fois un peu la mémoire, et ça arrive que des fois, elle se sent pas bien, mais c'est uniquement quand on lui dit. C'est uniquement quand ma mère lui reproche. Une fois, j'étais là, ma mère lui reprochait, parce qu'elle en avait un peu marre de ses phases d'oubli. Et donc là, ma grand-mère, elle se sentait pas bien. Et donc, j'ai juste ramené dans le présent. Regarde mamie, on s'en fiche, la vie c'est maintenant. Donc goûte maintenant, c'est tout. Puis c'est parti tout de suite. Ne pas... Pour fonctionner, on garde... Après la réalisation, moi j'ai eu des phases vraiment de perte, de gros blocs, hein, comme ça. Hein. Même des phases où il n'y avait plus rien, quoi. Le temps, fallait toujours se rappeler de... quand dans la journée, je suis où, tu vois, il y a un sens interdit dans la rue, tu marches à pied sur le trottoir, tu t'arrêtes. Tu vois,
Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, mais après, ça se remet en place, tu prends juste le nécessaire du mental pour pouvoir fonctionner au quotidien. Ouais. Merci. J'ai envie de répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas éveillé? Enfin, moi, je ne suis pas éveillée par... Alors déjà, moi, mon grand jeu, c'est de me dire que je suis éveillée. Oui. Hein, ça, je m'éclate, je suis la petite fille qui redécouvre l'enthousiasme, tout ça. Sauf que là, tout à l'heure, j'étais super calme, à fond dans la méditation, je sentais plus rien que mon corps, c'était magique. Et depuis que le micro est entre les mains, il y a une espèce de vague qui est bien plus forte que moi, qui bouillonne, qui a hyper envie de parler, c'est plus urgent que tout. Là, je me dis, je ne suis pas éveillée, puisqu'il y a encore un petit moi qui s'excite comme pas possible et qui a envie de parler. Pas forcément. Pas forcément, tu vois, par exemple, avant les premiers satsangs que je donnais, je ne pouvais pas dormir. Hein, parce qu'il y avait une joie très forte à vouloir partager. Donc, non, c'est pas un critère du tout. Ah bon, parce que j'avais envie de partager quelque chose, je peux? Oui, ben voilà, justement. Non, parce qu'en fait, je m'appelle Éléonore. Et j'ai compris la semaine dernière qu'en fait, je m'appelais Elle Honore. Je me suis dit, qu'est-ce que j'honore? J'honore la présence, c'est très clair. Et en fait, depuis 2 jours, depuis vendredi, on pose la question à mon mari, mais il y a quoi, quels sont les genres de personnes qui viennent dans vos réunions là depuis vendredi? Et Stéphane dit à chaque fois, il y a beaucoup de femmes et quelques hommes, beaucoup de femmes surtout. Et à chaque fois, je dis, mais non, c'est pas vrai, moi j'en ai vu des hommes. Et là, dimanche matin, je suis entourée de 6 hommes. Et j'ai envie de les honorer et d'honorer les hommes. Voilà. Voilà, c'est ça que j'avais envie d'honorer. Merci. Mais ça, voilà, c'est quand même cette sensation d'urgence qui me fait me dire que je suis pas calme. Il y a le calme quelque part, mais très au fond. Non, mais en fait, ça se manifeste pas que par le calme, ça se manifeste aussi par l'enthousiasme, par la joie. Ça ressemble beaucoup à des choses. Il ne faut pas confondre l'émotion et le sentiment, si tu veux. Les sentiments, c'est autre chose, c'est plus profond. La joie, l'amour, le partage, l'élan comme ça que tu as, spontané, c'est vraiment comme l'enfant, tu vois. Donc, non, ça c'est... Il n'y a pas de... pas de problème, ça n'a aucun rapport en fait. Hein. Tu peux être totalement établi dans le soi et être très joyeux, être excité à l'idée de faire des trucs. Ça apparaît comme une excitation. Hein. Après, il y a toujours le calme en arrière-plan qui est facilement tangible, si tu veux. Tu ne te fais pas embarquer. Alors, justement, c'est rapport à la joie. Parce que, j'ai souvent lu que les qualités de l'être, c'est la paix, le calme, la paix, mais aussi la joie, qu'il y a une grande joie juste à être. Et quand les méditations, même parfois assez profondes, où il y a plus de sens de temps, il n'y a plus de pensée, c'est vraiment... il n'y a pas il n'y a pas de joie. Tu vois? Et en fait, la joie, le calme, l'expérience de calme et de présence, d'unité, dans l'expérience, c'est assez régulier dans la journée parce que justement, il y a eu beaucoup d'allers-retours, comme tu me disais, quand tu parlais de retourne l'attention à ce qu'il perçoit. Et des fois, pendant des mois, j'ai fait ça s'est fait des fois 1000 fois par jour. Au travail, des fois, j'avais vraiment la sensation, je travaillais, mais c'était en arrière-plan tout le temps. Et c'était comme si c'était pas moi qui travaillais. Donc c'était tout le temps retourne l'attention. À chaque fois que j'étais prise dans quelque chose, tac, c'était presque automatique. Mais il y a la joie, en fait, je la sens pas. C'est pas senti. Même en méditation, tu vois. Ouais. Voilà. Après, tu sais, ça dépend de la profondeur de la méditation. Mais plus la méditation est profonde, moins il y a certainement de la joie, du bonheur, de la paix, tout ça, ok. Mais on ne peut plus mettre de mots. Ce que je veux dire, c'est que en fait, tu perçois pas qu'il y a cette joie et cette paix parce que tu fais qu'un en fait avec tout. Donc
ça existe, même ça n'existe pas en fait. Il n'y a que le fait d'être, être. Donc du coup, on ne peut rien rajouter. Même s'il y a quand même une joie, entre guillemets, là, qui est toujours présente, une paix, mais tu es. Et du coup, il n'y a plus de ressenti à ce niveau-là. Il n'y a pas de ressenti là. C'est tellement profond, c'est tellement infini, sans début ni fin, qu'on ne peut plus mettre de mots. On ne peut plus. D'accord? Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu ne ressens pas la joie spécifiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus rien définir, on ne peut plus rien poser comme... Tu vois? Voilà. Il n'y a plus d'idées, ça disparaît complètement. Il y a vraiment... Il n'y a que l'un. Donc là-dedans, il n'y a pas de joie non plus, ni de paix, mais ça n'empêche pas qu'elle soit là. Tu comprends? Ouais, je comprends. Comme quoi, il faut vraiment lâcher même ce qui a été lu et tout ça, parce qu'il y avait comme une attente un peu sous-jacente en disant mais elle est où la joie? Elle est où la joie? Oui, tout à fait. Beaucoup de gens nous disent des fois que dans les méditations, alors, on sent qu'il y a réalisation, mais à chaque fois, oui, mais il n'y avait pas la paix comme dont vous parlez, il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas l'enthousiasme. Je fais oui, et alors vous le dites, donc forcément je suis pas éveillé. Je fais non, non. C'est ça. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ça aussi, c'est entre guillemets, ça lâche tout seul à un moment donné. Quoi. Voilà. Mais ça s'accueille. Merci. Ouais, juste un petit truc par rapport à la joie. Ce que je constate quand je... En fait, comme je donne encore des cours de méditation, j'ai l'occasion encore régulièrement de... je sais pas comment expliquer ça. Même si j'en ai plus besoin, je peux m'abstraire complètement du monde du loin des formes, on va dire, et du temps et de l'espace et tout ça. Même si là, en ce moment, je le vis comme ça. C'est-à-dire que je vis ça qui apparaît au sein du sans-temps, du sans-forme, du sans-espace. Mais en fait, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu arrêtes toutes les fluctuations, c'est-à-dire lorsque tout le corps est complètement immobile, détendu, etc., et que le mental s'arrête, que l'émotionnel s'arrête, que l'énergétique s'arrête, en fait, que tout ce qui fait l'humain et l'humanité s'arrête complètement, donc le monde des hommes s'arrête, enfin pour toi tout disparaît, tout s'évanouit. À ce moment-là, donc il y a une paix qui se révèle, ça c'est la première chose. Et le fait d'être dans cette paix, quand on enlève toutes les fluctuations c'est ce qui crée une sensation de limitation. C'est-à-dire que par exemple, des pensées, quelle que soit la pensée, quelle que soit la croyance, c'est toujours une limitation. C'est toujours une limite. Et j'ai remarqué dans mon expérience que la joie, c'est quand il y a réalisation que tu n'as pas de limitation. C'est se sentir limité qui fait que tu te sens moins joyeux. Mais un bébé, par exemple, ou même des petits-enfants, ils ne se sentent pas limités. Pour eux, ils sont immortels, ils arriveront tous à être astronautes, ils feront tous leurs rêves se réaliseront, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire, c'est toutes les croyances limitantes, les pensées limitantes qui figent un peu. Mais cette joie, c'est pas forcément... c'est pas forcément un gros truc démonstratif. Parce que si c'était une joie trop intense, tu pourrais pas vivre au quotidien. Souvent, moi j'ai cherché pendant longtemps un état extatique permanent, et à un moment donné, j'en ai même eu marre des états extatiques. Je me suis dit, maintenant je veux la vérité, je veux ce qui ne bouge pas. Parce que les états extatiques, ça va et vient. Puis aussi, après la réalisation, je me suis rendu compte que c'est absurde de vouloir un état extatique permanent, parce que tu peux rien faire dans un état extatique. Tu peux pas tenir debout, tu peux pas parler, donc ça reste là, en arrière-plan, toujours comme un si je vous dis comme un parfum, vous avez... c'est pas évident de parler, mais tu vois, c'est quelque chose qui est toujours là, en arrière-plan. Ouais. Ça répond à ta question? Oui. Ouais. Et donc on est toujours dans le même sujet. Donc en fait, moi quand je le ressens, je sais que c'est là, mais il y a quand même, ça contracte, pour agir dans le monde, pour bouger, pour faire ce qu'il y a à faire.
c'est enfin, j'ai encore tendance à être là-bas, enfin, comme dit Charles. Du coup, ça me demande de revenir ici tout en continuant l'action. Ouais. Ça fait un peu ça, enfin, parce que du coup, quand on est à 0 cm de soi, là, c'est ça dont tu parles, c'est toujours là. Oui, ouais, c'est toujours là. Alors après, donc oui, c'est vrai que pendant des années, en général, enfin pendant un certain temps, ça dépend des gens, il y en a pour qui c'est pas nécessaire, mais en général, il y a quand même une habitude de revenir justement à 0 cm, comme on dirait. Mais par contre, après la réalisation, tu sais que tu t'en fiches. En gros, tu t'en fiches complètement, que tu sois plus dans le film ou complètement en dehors du film, ça ne change rien. Tout ça est vu depuis ce qui fluctue jamais, donc je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est plus... et puis surtout, t'en fais pas un plat de tout ce qui émerge. Tu vois, c'est tellement clair, le discernement est tellement clair que tout ce qui émerge, c'est pas toi, que c'est pas grave, quoi. Tu vois, tout ce qui émerge, c'est pas toi. Par exemple, tout à l'heure, quand elle a dit il y a des hommes, moi, clairement, ça fait rien ici. Hein, quand on me dit t'es un homme, moi je regarde derrière. Tu vois, je me sens pas être un homme. Et tu vois, ouais, ça fait rire, c'est ça. Donc tout ça, ça fait rire parce que ça émerge et tu vois que c'est pas la vérité. Donc du coup, c'est drôle. D'accord. Oui, tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais je vois pas. Mais oui. Je vois, mais je ne vois pas encore. Ouais. Merci. Oui. Oui, je voulais juste dire que quand même, il y a comme une espèce de petit animal tapis là, quand on n'est pas éveillé, qui s'appelle la peur et qui est toujours prêt à ressurgir. Ouais. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, pratiquement, à part de rares exceptions. Pour vous aussi? Tout le monde, on est tous plus ou moins passés par là, moi aussi, quand j'étais petit, tout en étant conscient de tout un tas de trucs, mais ça ne durait pas. Oui, mais c'est par rapport à la question, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas éveillé? Ben ça, c'est la constante qui fait que je ne me sens pas éveillé. Ouais. Ben, c'est principalement j'allais dire entre guillemets le critère dont on parle tout le temps et qui est le principal obstacle, c'est la peur, effectivement. Et le degré d'identification à cette peur, il est plus ou moins intense chez certains. Et du coup, plus c'est intense, plus on s'identifie à ça, plus on croit qu'on est la peur. En plus, on finit par croire qu'on est la peur, on finit même par croire... on a peur d'avoir peur. Et du coup, le truc se met en place tout de suite. Et on y croit pleinement, c'est-à-dire qu'on croit que ça fait partie du corps, on ne peut pas s'en séparer, ça fait partie intégrante. Et en même temps, il y a quand même une petite voix quand même, en arrière-plan qui dit, qui essaye de pousser derrière et qui dit mais regarde de plus près, c'est pas toi, c'est une idée, c'est une histoire. Malgré tout, on a du mal à lâcher ça. Et tout ça. Ça fait partie de l'expérience et d'ailleurs, ça pointe toujours vers quelque chose de plus profond, parce qu'à un moment donné, cette peur, quand elle est intense, elle finit toujours, chez la plupart des gens, à amener un ras-le-bol, qu'on soit chercheur spirituel ou pas. Elle finit par amener un ras-le-bol. Et quand le ras-le-bol est là, il y a quelque chose qui surgit spontanément, et il y a une compréhension beaucoup plus fine, plus subtile, et à un moment, très souvent d'ailleurs, c'est face au ras-le-bol, qui peut s'exprimer à travers, je sais pas, des dépressions, un mal-être, enfin, tout un tas de choses. C'est à partir de là qu'on s'extirpe. Mais on va faire encore des petits allers-retours. Et à un moment donné, ça finit par disparaître. Parce qu'on voit ce que c'est, pour ce que c'est. On voit que c'est encore une histoire. Quelle que soit l'histoire, qu'elle soit liée à l'enfance, aux parents, ou je ne sais quoi, hein, peu importe. À un moment donné, elle saute. Elle ne peut plus rester. Mais des fois, ça peut prendre un certain temps. Oui, on est tout à fait d'accord. Ça peut prendre un certain temps. Il y a des gens... qui m'expliquait, que je recevais, me disait depuis que je suis petit, qui avait 70 ans, me disait j'ai peur. Donc on les invite à aller voir d'où ça peut venir, pourquoi c'est là, pourquoi ça finit aussi quelque part par être dans l'inconfort confortable quand même. Ça c'est paradoxal, mais n'empêche qu'il y a aussi ce truc-là. Et à un moment donné, ça s'en va, quoi. Quel que soit le cas, quelle que soit l'intensité et la gravité de cette peur, ça finit toujours par partir. À quel moment donné? C'est différent d'une personne à l'autre. C'est différent d'une personne à l'autre. Et des fois, sans même faire de thérapie,
sans faire de technique ou de processus. Moi, j'ai connu des gens qui avaient toujours eu peur, toute leur vie, le moindre truc, et qui m'ont dit qu'un jour, ils traversaient la rue, c'est arrivé 2 fois ce cas-là, et ils ont failli en fait être renversés. Et le choc a été tellement fort que en fait, ça a pris un espèce de recul, c'est-à-dire comme si ils s'étaient extirpés de l'expérience. Et là, ça a eu lieu, pour eux en tout cas. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais ça peut se faire comme ça. On ne sait pas en fait à quel moment ça peut se faire, mais ça peut se faire en une fraction de seconde. Qu'est-ce qui peut se faire À un moment donné, sortir de cette peur complètement. Et de prendre conscience que c'est vraiment complètement illusoire. Complètement illusoire. Vraiment. Parce que des fois, tu es dans des situations graves, intenses et autres, et tu prends conscience que t'es peur ou que t'es pas peur, ça change rien en fait à la situation. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Tu parles de ton cas? Comment? Tu parles de ton cas personnel ou Ah oui. tu parles en général? Okay. Bon, moi je sais pas, j'ai jamais éprouvé ça, de m'extirper de la peur, mais en revanche, j'arrive quand même à voir qu'il y a quelque chose qui regarde la peur. Et que ce quelque chose qui regarde la peur n'a pas peur. Ça c'est clair. Ça j'arrive à le voir. Ça c'est clair. Mais le problème c'est que elle est toujours là, hein, je le sens, et elle peut ressurgir à n'importe quel moment. Bien sûr qu'elle est toujours là, sauf que lorsque toi tu es conscient qu'il y a quelque chose qui observe ça, qui voit ça, quand tu fais l'expérience directe de ça, là, de ce qui observe ça, enfin la peur en tout cas, quel est le ressenti dans le corps? Ah oui, c'est un soulagement. Ah ben voilà. Donc quelque part tu es plus attaché. Maintenant il reste peut-être encore des choses qui sont de type un peu résiduel, des petites empreintes comme ça, des petites accroches, qui font que ça revient et que peut-être des fois tu replonges un peu dedans, mais ça dure pas. Un peu beaucoup. Oui, mais ça dure pas, puisque tu es quand même conscient de quelque chose qui observe ça. Oui. Donc tu as fait l'expérience, c'est acquis, hein. Oui. On est d'accord. Donc ça perd ça perd de plus en plus de son intensité, ça a de moins en moins d'impact sur toi, et tu te sens de plus en plus libre. D'ailleurs, quand on en parle, il y a le sourire quand même qu'il y a, donc c'est plus comme il y a quelques temps, quoi, j'allais dire. C'est vrai. On est d'accord. Oui, tout à fait. Donc c'est en route, quoi, ça va pas rester, c'est évident. Alors j'aimerais bien qu'on continue un peu sur la peur. Il y a plein de choses qui m'arrivent qui sont un peu contradictoires. Dans le sens où on en discutait un petit peu hier, donc déjà il y a la peur de prendre le micro. Il y a cet état où j'ai l'impression que les fonctions cognitives elles sont un peu au ralenti, parce que ça ne fonctionne pas très bien dans la vie de tous les jours. Pour le langage parfois, ou l'orientation, ou voilà, dans le langage, je suis arrivée à Paris, on me posait une question, je pense que je répondais 30 secondes après, j'arrivais pas à... ça se mettait pas en place dans le cerveau. Et donc qu'est-ce qui gêne la personne là-dedans? Eh ben, y a une peur de... Il y a cette sensation, enfin cette impression de vulnérabilité et de danger. Pourquoi on te réprimanderait quand tu t'exprimes? Ça, c'est pour des schémas de l'enfance. Hein. Ouais. Tu sens une émotion là? Ouais, il y a la chaleur qui commence à monter. C'est ça en fait qu'il faut que tu vois. Il n'y a pas d'autre moyen que de passer par la conscientisation dans le corps. Parce que le mental il aime bien passer vite à autre chose. Et donc pour que ça soit sécuritaire, il va dire j'ai peur. Et puis mais j'ai peur, ça suffit pas. C'est moi ce que je t'invite à faire, c'est comment ça se manifeste précisément au niveau physique, énergétique, etc. Et à goûter ça, rester là, rester avec, bien maintenant, bien en présence avec ça. Et donc
dans ton cas, ça a l'air d'aller, mais si ça devient très très intense, en même temps, tu essaies de voir là où il y a un calme dans l'expérience. Il y a des fois, en fait, ça peut être intense. Et l'empreinte, cette empreinte énergétique, elle peut mettre du temps à se dissoudre. Ouais. Et c'est fatigant. Oui, c'est fatigant parce qu'en fait, tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. En fait, non. La seule chose que tu peux faire, j'ai connu un sage qui était assez direct, assez cash, disait la seule chose que tu peux faire, c'est de dégager. Donc dégage. En fait. en tant que personne, je veux dire. Parce que c'est la personne le problème. Pourquoi ? Parce que la personne va se sentir, comme la personne se croit finie, tu vas te sentir englouti. Tu vas croire que tu vas pouvoir disparaître. Tu vas être englouti par la peur. Et c'est pas vrai. Pour le calme, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je te dis, quand tu sens la peur, donc tu la sens dans le corps, par exemple, enfin peu importe comment ça se manifeste, tu vois, ce sera forcément une contraction énergétique, puisque c'est toujours comme ça. Et il y a un calme qui est là, autour, ou qui voit ça, il y a un calme qui voit, qui est autour, qui est partout en même temps. Et depuis le calme, tu restes dans le calme et tu laisses faire. En fait, tu laisses la vie faire. Ça marche bien dans certaines situations. Ouais. Et dans les situations extrêmes où il y a vraiment un vrai danger ou quelque chose de... Alors, juste un truc, parce que des fois le mental, il va dire là il y a un vrai danger, mais en es-tu sûr ? Regarde bien si c'est vraiment... C'est le danger pour le corps, c'est toujours pareil. Ok. Bon, vas-y, là, il y a continue. une certaine acuité qui vient, où il y a vraiment une situation vitale pour le corps. Ouais. Et là, il n'y a pas de problème en fait. Ça se met en place et ça fonctionne. Ouais. Et peu importe ce qui arrive. Ouais. Parce qu'en fait, quand il y a un vrai danger, comme tu dirais, même si en fait, en réalité, comme t'es pas le corps, c'est pas grave, au pire le corps il meurt, ça peut être dur à... Mais... Il y a eu une autre expérience l'an dernier qui fait que ça a un petit peu accéléré dans le « je ne suis pas le corps ». Voilà. Donc ça va mieux. Le même sage dont je te parlais à l'instant, tu vois, il disait, prenons un exemple. Tu es dans l'avion, c'est un biréacteur, et là tu regardes à droite, le réacteur à droite est en feu, le réacteur à gauche est en feu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, je m'en fous. Il est assez cash. Ouais. Là, c'est assez facile parce qu'on peut rien faire. On n'a qu'à laisser faire. On peut pas. Je n'ai aucune action. Je ne suis pas en mesure de faire une action pour aider ça. Non, mais par contre, c'est vrai que dans des moments où on serait censé avoir une peur intense, mais où il y a la nécessité de passer à l'action, ce qui se passe, c'est que la présence, il n'y a pas le temps de penser, la présence prend le contrôle et effectivement, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une traversée en bateau et j'étais avec le capitaine qui n'était pas très expérimenté. On a traversé le golfe de Gascogne en bateau, qui est un peu un endroit agité. Ouais. Donc là, il y avait des creux de 4 mètres et notre capitaine... Vraiment, il a super bien géré, il est monté en haut du mât, le bateau il faisait des trucs, enfin, c'était quand même chaud, quoi, très chaud. Et après coup, on s'est tous posé la question, est-ce que vous avez eu peur ? Personne n'a eu peur. Personne n'a eu peur parce qu'il n'y a pas de temps. T'as pas le temps quand t'es en pleine tempête, t'as pas le temps d'avoir peur, quoi. Parce que tu peux que être maintenant. Et comme maintenant il n'y a pas de peur, est-ce que tu es d'accord que pour avoir une peur, n'importe laquelle qu'il soit, il faut une pensée et il faut s'identifier à la pensée. C'est ça. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, à partir du calme, ça s'accueille. Tout va bien. Ouais.
c'était, tu disais, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas éveillé, qu'on ne se sent pas éveillé. Et moi, c'est pour revenir sur les peurs et tout ça. En fait, c'est la peur de mourir, tout simplement. Et je me dis, ouais, parce que au fur et à mesure de vieillir et ça, je me rends compte que, voilà quoi. Est-ce bien vrai? C'est ça. Est-ce bien vrai dans le vécu direct? Et j'aimerais bien me dire, comme tu dis, avoir foi en la vie, me dire non, mais c'est qu'il y pas a d'autres vies et tout ça. Regarde dans l'expérience directe, ne cherche pas à réfléchir. Tous les jours, tu te lèves le matin, peut-être que en tout cas tu te regardes dans le miroir sans doute au moins peut-être une fois par jour, une fois tous les 2 jours, enfin peu importe. Effectivement, il y a l'apparence d'un corps qui vieillit, mais en termes de être, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est pas la même présence qui regardait dans le miroir quand tu étais tout petit, ça se regardait dans le miroir, ça voyait un enfant dans le miroir, et puis maintenant ça voit un adulte dans le miroir, mais la présence qu'il voit elle a toujours été la même. Est-ce que tu te sens vraiment avoir un âge? Je sais pas, si je me regarde dans le miroir, je me dis, oh là, je me dis pas, non, parce que même enfant, en fait, j'avais déjà des angoisses de mort, pas des pensées suicidaires, hein, pas du tout, mais en me disant, comme je réfléchis beaucoup avec le mental, je suis assez rationnel, en fait, et je me dis, mais, pour moi, ça me semblait inconcevable, quoi, la mort. Et là, la différence avec aujourd'hui, c'est que là, j'en prends plus conscience quoi, par rapport à avant, alors que quand j'avais 10-15 ans, je me disais, je me sentais quelque part immortel. Quoi. Là, je me dis, plus ça avance, plus ça... Voilà. Et j'aimerais bien me délivrer de ça, tu vois. Et pourtant, ça reste vraiment profondément. Et je me suis dit, ok, je peux faire des trucs, des fois, je peux oublier ça et tout ça. Mais ça reste, donc du coup, c'est comme si je focalisais là-dessus, et comme si les racines... ce que je ressentais, donc la mort, quoi. Ça restait là et je me disais, mais à quoi bon en fait? Ouais. Moi, j'avais ça m'a beaucoup poussé sur le chemin. Si tu veux, donc tu peux t'en servir aussi comme un atout. C'est-à-dire que moi, je me disais quasiment tous les jours. Genre une journée sans avoir réalisé le soi, tu vois, et c'est vrai que c'était ça me permettait de me dire qu'est-ce que je veux vraiment. À chaque fois je me disais je veux pas que le corps meure sans qu'il y ait réalisation, quoi. Donc du coup ça me motivait vraiment, et en fait dans l'expérience directe ça n'existe pas, si tu veux. En fait ce qui se passe réellement, ce qui se passe, c'est que tu t'identifies à une image, mais tu oublies ton vécu direct. C'est-à-dire tu oublies ce qui se vit vraiment au détriment de l'image que tu vois. Donc effectivement, quand tu regardes dans le miroir, il semblerait qu'il y ait un bonhomme qui apparaît, avec ce qu'on appelle un âge. Mais si tu portes ton attention, plutôt que de porter ton attention sur ce qu'il y a devant les yeux, porte ton attention sur ce qu'il y a derrière les yeux, et tu verras que ce qu'il y a derrière les yeux, c'est ton vécu direct. Ça, c'est pas une forme, c'est complètement transparent, complètement c'est vaste, c'est tranquille, et ça vieillit pas du tout, hein. Ça, c'est permanent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on t'a dit que le corps allait mourir et qu'après il n'y avait rien après. Et tu y as cru. T'as cru ça. En fait, j'aimerais bien croire à l'inverse, mais tu vois, je suis pas... Malheureusement, j'ai pas été élevé dans la religion ni rien, donc j'ai pas... Voilà, j'ai... C'est une question de religion. Et donc du coup, j'aimerais bien réaliser le soi pour avoir cette peur-là, justement. Ouais. Après, tu sais, la peur de la mort, c'est souvent le booster, quoi. Ouais. C'est souvent ce qui aide beaucoup. C'est un peu fait exprès, hein. Parce qu'en fait, il y a la peur de la mort, elle est même au-delà de la rationalité, si tu veux.
Si un jour ça te prend l'envie de faire des expériences hors du corps, moi je suis passé par là pour me libérer de la peur de la mort par exemple, et ben en fait il y a une phase qui est pas évidente, juste avant que les corps se séparent, une phase où on sent le corps vibrer très fort et on a l'intime conviction qu'on va mourir, on est persuadé qu'on va mourir, et en fait ça c'est l'instinct de ce qu'on pourrait appeler l'instinct de conservation qui fait ça, où tu veux pas lâcher quoi, donc c'est assez tenace, mais c'est fait exprès en même temps, parce que imagine si aucun être n'avait une petite tension vis-à-vis de la peur de la mort, ce serait pas évident. Même un insecte, quand tu approches ton doigt et que tu tapes ta main devant lui, il fait demi-tour. Il a l'instinct de préservation. Donc c'est au-delà du mental humain. Ouais, mais là c'est pas la même peur en fait, c'est plutôt une peur, on appelle ça distancielle, je sais pas, du néant quoi. Oui. Il faut que la peur ne se... La peur de ne pas exister. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça va au-delà de la peur de se faire écraser. Enfin, c'est ça. Ça peut se goûter. Tu peux aller voir ça et tu vas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné tu vas reconnaître cette peur comme un objet, comme une perception. Toute souffrance, quelle qu'elle soit, c'est toujours une perception. Que ce soit une émotion, quelque chose de physique, donc c'est pas ce que t'es, puisque c'est perçu. Reconnais en fait cette peur pour ce qu'elle est. Ça part d'une pensée peut-être, reconnais que cette pensée c'est une perception, c'est un objet vu. Les sensations physiques ce sont des perceptions. Et puis goûte ceux qui perçoivent ça, et tu vas te rendre compte que ceux qui perçoivent ça, il n'y a pas de mort pour ceux qui perçoivent ça. On ne peut pas perdre être, c'est impossible. Mais après, ça ne peut pas se réaliser par le mental. C'est vraiment... ça va être infus. À un moment donné, c'est Tant que tu crois à l'histoire, tu es l'histoire. Donc si entre guillemets, j'allais dire, toi et l'histoire, vous faites qu'un, tu vois. L'histoire de j'ai peur de la mort, je vais disparaître. Si tu y crois, effectivement, tu as une peur, tu vas disparaître. C'est pas le cas en vérité. C'est qu'un voile, ça. Et ça cache quelque part, j'allais dire, quelque chose de beaucoup plus vaste, plus grand. Et c'est ça, en fait, t'es invité en fait à regarder ce qu'il y a derrière le miroir, mais pas à te regarder dans le miroir, mais ce qu'il y a derrière le miroir. L'invitation, elle est là. Alors après, évidemment, t'es pas obligé d'accepter l'invitation. Hein. Tu peux essayer, quoi. Mais c'est ce qu'il y a derrière le miroir. Parce que devant, il y a toujours une histoire. Toujours. En plus, tu pourras jamais, et c'est quelque chose d'appris, hein, la peur, très souvent, hein, et tu pourras jamais empêcher le mental de fonctionner, de raconter des histoires, puisque il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il en raconte tout le temps, même la nuit. Même la nuit, il raconte des histoires. Okay, voilà. Et le truc, c'est que dès qu'on commence à regarder cette histoire se dérouler, et qu'un temps soit peu, on pose dessus une croyance, un temps soit peu, on pose une croyance en disant « j'y crois », c'est bon, t'es dans l'histoire. Et après, pour t'en extirper, c'est pas toujours évident. Voilà. Et le jour où tu t'aperçois que ce n'est qu'une histoire, le livre, tu le fermes. Tu le mets de côté, c'est qu'une histoire. C'est pas moi. Juste un petit truc, un dernier petit truc. Cette peur de la mort, elle est... Tu l'avais étant enfant ? Oui, des fois, de temps en temps, je m'imaginais, mais j'imaginais en fait mentalement le néant. Et je comprenais pas, et ça me faisait peur. Après, ça passait, et je sais que j'ai fait une vraie dépression qui a duré, je sais pas, 1 mois et tout ça, quand mon grand-père est mort.
Et j'avais 19 ans. Et c'est pas le fait de l'avoir perdu en fait, mais c'est le fait de l'avoir vu dans son cercueil en fait. Je me suis dit mais moi je vais finir comme ça dans un truc, je m'imagine mental, voilà, je vais faire ça. Et du coup ça m'a... Enfin voilà, ça m'a amplifié toutes mes angoisses et voilà, jusqu'à pendant un mois j'étais pas bien. Ouais. Et il y a plusieurs... Donc il y a un truc émotionnel, ça c'est sûr, avec ça. Ça va s'accueillir, tu médites un peu, tu goûtes la présence un peu. Là je me sens un peu débutant par rapport à tous les autres, donc du coup c'est... Non mais je vois vos paroles et tout ça, mais j'ai encore du mal à les intégrer en fait, c'est ça le problème. Ouais. Et En fait, ce qui est nécessaire, c'est une dissociation de... Ça, c'est pareil, ça fait partie du discernement, si tu veux. Ça va se trancher complètement. Tu vois, tous les soirs, tu passes dans l'état de sommeil profond, où il n'y a plus la conscience des 5 sens, il n'y a plus le mental et tout ça, donc ça s'apparente un peu à un néant. Et pourtant, tu te réveilles le matin et tout va bien, tu vois. C'est bien. En fait, il y a une grande joie dans le sommeil profond. Et la mort, c'est tout sauf ce qu'on appelle la mort, c'est tout sauf triste, en vérité. Dès que j'ai commencé à faire des sorties, dès qu'on me disait le mot mort, genre en réunion de famille, tu vois, t'es à Noël devant tout le monde, et puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, il y a un tel qui est mort », donc il y a tout le monde qui fait la tête, puis moi je commence à avoir un sourire, je dis rien, parce que je sais ce que c'est, en vécu. Et là après j'ai dû m'entraîner à ne pas sourire pendant un moment. Ouais, parce que C'était mal vu. C'est ça. Non, sinon tu peux regarder des films comme Au-delà de nos rêves qui sont très très bien pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté en termes de... Voilà, d'expérience. Après c'est pas la réalisation, hein, mais ça va te permettre de voir qu'il y a autre chose. Puis maintenant il y a plein de choses démontrées plus ou moins scientifiquement sur le fait qu'il n'y ait pas de mort, quoi. Quand le corps physique s'arrête, il y a plein d'autres choses. Donc voilà. J'en profite que j'ai le micro juste pour poser une deuxième question. Mais en fait, Gérald il disait oui, mais il n'y a pas de technique pour pas venir à l'éveil, il n'y a pas de ça. Et j'ai l'impression qu'on vous écoute, il y a juste un bouton à changer, un on-off. Et moi, quand je dis je fais rien et tout ça, en fait, je reviens dans mes trucs d'habitude, et dans mes habitudes inconscientes, on va dire, automatiques. Et j'ai l'impression que je pourrais jamais enclencher le bouton on, quoi. Et du coup, je me dis, je sais. Voilà, je me dis, il faut que je m'engage dans la spiritualité, voilà. Mais je suis perdu, quoi, parce que je me dis, si c'est, j'aimerais bien qu'il y ait des étapes ou des techniques et tout ça. C'est comme une histoire. Non, mais voilà, parce que là, sinon, j'ai l'impression que je franchirais jamais je franchirais jamais la montagne, en fait. Ouais, le truc, c'est qu'il y a... Et c'est pour ça qu'aussi, c'est un peu frustrant quand on vous entend et tout ça, parce que c'est comme si vous nous regardiez de là-haut et vous dites, alors, qu'est-ce que t'attends c'est super beau, mais je me dis... Il n'y a pas de technique qu'on peut donner pour tout le monde, etc. Par contre, la question que tu peux te poser, et qui est peut-être la question essentielle que tout le monde devrait se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? À partir de là, ça va te guider pour savoir par quel biais passer. Donc, en toute sincérité et honnêteté, est-ce que tu peux juste te poser la question intérieurement, qu'est-ce que je veux vraiment, et voir ce qui émerge? Moi, le truc, c'est ressentir en fait de la joie, et voilà, comme tout le monde, on va dire. Ok, après il y a... stopper la souffrance, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. D'accord, ok. Mais j'ai pas de... Et alors, comment tu pourrais faire pour ressentir la joie? En fait, couper ce que dit, les racines, en fait, qui bloquent ça, en fait.
et que j'arrive pas à couper, quoi. Et alors, comment tu pourrais faire pour couper la racine? Voilà, justement, c'est bah, je sais pas, ouais, voilà. Enfin, j'ai compris la théorie, quoi, au niveau des perturbations mentales, voilà, voir un peu comment l'esprit fonctionne à travers la méditation. Ouais. En fait, il y a plusieurs... Il y a plusieurs approches possibles. Effectivement, soit, imaginons que tu as un champ. Le champ symbolise ce que t'es, être. Et puis, dans ce champ, il y a eu l'habitude qu'il y ait des herbes indésirables qui poussent dans ce champ. Donc tu as plusieurs façons de faire. Soit tu vas enlever les herbes indésirables, ou soit tu peux aussi semer par exemple des fleurs que tu aimes bien, tu vois. Et ces fleurs que tu aimes bien vont prendre toute la place progressivement. C'est à toi de choisir. Donc dans les textes du yoga, on dit lorsque vous avez des pensées qui vous créent des limitations, vous prenez la pensée inverse. Donc, tu prends quelque chose qui t'inspire la joie, par la force par exemple, de l'imaginaire, comme on a fait hier avec toi. Tu prends, par exemple, le paysage qui t'inspire le plus, les êtres qui t'inspirent le plus. Donc ça, c'est la pratique de la présence. Et tu peux répéter le nom des êtres qui t'inspirent le plus. Tu peux aussi avoir un carnet, comme je disais hier, avec des photos de ceux qui t'inspirent le plus. Et de baigner en présence, comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné ça prenne toute la place. Ouais, donc en fait, au lieu de se focaliser sur ce qui va pas, en gros... Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Ouais, sinon c'est pas très gai. Parce que sinon on n'a jamais fini, quoi. C'est ça, ça n'en finira jamais. Ouais. Puis en fait, focaliser sur ce que t'es pas, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ça a un intérêt au moment où ça se présente, ici et maintenant, parce que là c'est la vie qui t'invite à voir, si tu veux. Par exemple, si tu as des scènes répétées de peur, où tout se met en place dans ta vie, des trucs de peur qui arrivent, à ce moment-là, c'est une invitation à voir. Mais y aller de toi-même, non, c'est souvent long, en fait. C'est pas plus direct. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai que vous avez déjà répondu. Enfin, j'ai l'impression que tu parlais de moi tout à l'heure quand tu parlais de la peur d'avoir peur. Voilà, je vis ça souvent. En me levant le matin, il y a une peur, une angoisse qui est là. Et puis, à force d'écouter les vidéos, de devenir satsang, je sais pas, bon, t'es là, la peur, je lui parle, qu'est-ce que tu me veux, lâche-moi les baskets. Enfin, j'essaie de faire des tas de trucs que je t'en dire. Mais il y en a une, je dirais contrairement au jeune homme, j'ai pas peur de la mort. Enfin, je crois ne pas avoir peur de la mort. Récemment, j'ai eu un deuil dans la famille. Et devant son cercueil, je lui dis, toi, tu as de la chance, tu pars. Et moi, je suis encore là et j'en ai un peu ras-le-bol, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir vécu plus longtemps que mon âge. Enfin, je me sens plus vieille que mon âge. Et je suis fatiguée, j'ai envie de partir. Voilà. Cette sensation que j'ai. Bon, après elle passe, je me dis peut-être que c'est un truc romantique. C'est pas très romantique, mais non, mais bon. Il y a ça. Et en même temps, si j'ai une douleur, je me dis, oula, qu'est-ce que j'ai, une maladie, et c'est grave. Et tout d'un coup, c'est une autre peur. Mais en même temps, la peur de mourir, non. Ça, je sais pas. C'est plutôt cool. Parce que généralement, c'est l'une des peurs les plus répandues. Alors ça prend tout un tas de formes et d'aspects. Il n'y a déjà pas ça. Mais quel type de peur tu as alors? Ben, je suis encore dans le temps. C'est ce que... voilà. Le temps...
j'ai des agendas, j'ai des calendriers partout. Enfin, quand je me lève, je me dis j'ai ça et ça à faire, et ça me paraît une montagne. Et puis je te dis bon, tu verras au fur et à mesure. Mais le temps, je crois que c'est le temps qui me coince. Enfin, je suis encore dans le temps. Quand tu dis qu'il n'y a pas de temps, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de temps. Et tu arrives à observer ça? Oui, parce que je suis toujours à regarder l'heure, à voir mon agenda, mon calendrier, enfin, j'ai une angoisse là, je pense. Il y a quelque chose là. Vas-y. Moi, je vois que tu es une adulte bien sage. On t'a sans doute toujours dit d'être très cadré, de bien faire les choses, tout ça. Non, ouais. Et moi, j'ai envie de faire un jeu avec toi que je propose des fois avec des gens. C'est, tu imagines que donc là, ton corps disparaît, ok, t'es morte. Et maintenant, on te propose, moi je vais faire, normalement c'est 5 nouvelles vies, mais là je vais dire les 2-3 nouvelles vies. 2-3 nouvelles vies, et là tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Sans tout le poids de ce qu'on t'a dit qu'était bien de faire ou pas bien de faire, etc. Qu'est-ce qui t'enthousiamerait de réaliser dans une, par exemple, la première vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Première vie. Je dis ce qui vient. Là, je dirais que je voulais être avocate et défendre tous les opprimés et tous les... Voilà, c'était ça. Il y a de la joie quand tu me dis ça? Moi, je sais pas si on peut appeler ça joie, mais... Qu'est-ce qui t'enthousiasmerait de faire? Essaie d'oublier ce que tu as appris, ce qu'on t'a dit qui était bien de faire. Là, de but en blanc, je vois pas. Quand tu étais avant l'âge de 6 ans, avant l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui t'enthousiasmait ou que tu voulais faire? Quels étaient tes rêves d'enfant? Jouer. Ouais. Jouer. Et à quoi tu voudrais jouer? Ah, peut-être à rester enfant. À pas grandir, je crois. Ouais. Déjà, ça dit des choses là. Ouais. Mais tu sais que tu peux rester enfant. Hein. Tu vois. Nous, on est des enfants. Est-ce que des fois tu fais des choses qui n'ont aucun sens? Ou tout ce que tu fais a du sens? Non? Ouais, tout ce que je fais a du sens. Ouais, c'est bien cadré. Hein. Ouais. Je voudrais sortir du cadre. Mais... Ouais. Si, enfin, j'ai l'impression de faire ce que j'ai envie. J'avais envie de vous voir, je suis venue. Ouais. Voilà, okay. Il y a telle chose qui m'enthousiasme, aller au cinéma, aller danser, enfin voilà, mais c'est de la surface. Ouais. Ok. Tu sais, il y a la nécessité quand même pour la présence de s'expérimenter dans la matière en jouant. Donc il y a au moins dans ton quotidien, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui t'inspire, mais ça peut être des trucs tout simples. Tu vois, j'ai rencontré une femme une fois qui n'avait plus goût à rien, mais en fait c'était une femme, c'était une artiste refoulée, c'était une femme qui a une grande sensibilité artistique. Ouais, mais comme depuis l'enfance elle a suivi ce que papa et maman ont dit, donc elle n'a pas développé, et cette personne-là, elle en était à un point qu'elle ne mangeait plus, quasiment. Et je lui ai dit, tu vas jouer maintenant, chaque plat que tu vas faire au quotidien, tu vas en faire un tableau. Tu vas prendre une grande assiette et tu vas faire un tableau avec plein de couleurs et tout ça.
Et ça, rien que ça lui a changé la vie. C'est-à-dire que là, il manque une pincée d'enthousiasme dans ton quotidien. Ce que tu viens de dire, ça me rappelle quelque chose. J'ai toujours aimé la chanson J'aurais voulu être un artiste. Tout d'un coup, ça me revient. Ah, ça y est. Ça me revient. Et c'est vrai que j'ai plein d'amis artistes, lyriques, peintres, enfin, je suis entourée d'artistes et je les admire. C'est pour moi, c'est un monde à part. Ils sont un truc en plus. Et alors, quelle activité artistique tu pourrais t'inspirer? Non, mais te vois pas tout de suite, pas compliqué. Qu'est-ce qui vient? Parce que c'est l'adulte qui se dit je peux pas faire ça. L'enfant il se pose pas la question, tu vois. Il veut faire de la poterie, il fait de la poterie. Il n'y a pas de questionnement. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire, c'est ça? Non, spontanément. Spontanément. Sans la tête. Voilà, spontanément. Danser, j'ai toujours adoré danser. Ben ouais, ça peut commencer par là. Sans chercher. Mais en même temps, je suis pas tout à chichouane. Les gens disent que c'est une danse, mais bon, pour moi, c'est pas une danse, c'est un art martial. Ouais. Ben voilà. On peut le prendre aussi sur la dimension danse quand même. Ouais, aussi. Ah, et même tu peux fusionner les deux. Ah ouais, ça peut être très intéressant. En fait, le truc, c'est que si tu es trop dans l'adulte, l'adulte souvent est sérieux. Et l'adulte est dans des ornières. Si tu veux, l'aspect créatif de l'enfant est comme occulté à ce moment-là. Alors que là, déjà, ce serait super intéressant, par exemple, de fusionner des aspects de danse avec des aspects du tai chi. Tu vois. Donc, bon, après, c'est vaste, hein, la danse, il y a de quoi voir. Alors, un petit truc pour savoir si... Je crois pas âgé, là. Non, mais justement, t'es pas âgé, t'es un enfant. C'est ça. Tu vois, tout ça, c'est des concepts. Enlève les croyances limitantes. Enlève... Quand tu penses à ça, enlève toutes tes pensées sérieuses. Ok. Il y en a plein. Ben voilà, c'est ça. Enlève les pensées. Reconnais-les pour ce qu'elles sont. En fait, il n'y a rien de vraiment sérieux. Hein. Il faut tout démystifier. Tout. Ouais. Ça fait quoi intérieurement? La joie. Comme si vous me donniez la permission, enfin. Ah, voilà. Parce qu'en fait, c'est pas nous, mais tu t'autorises. Voilà, tu t'autorises. C'est ça en fait. Ouais. Ça respire. Ça promet d'être drôle dans les semaines et les mois qui viennent, tu vas voir. Merci. Merci à toi. Alors, pour continuer sur la peur, ce qui est quand même ce qui me caractérise beaucoup depuis longtemps, moi je cumule un peu tout, la peur de la mort, dès 8-9 ans. Un soir avec mon père, j'avais fait un bras de fer, il m'avait fait exprès de perdre, et puis j'avais été me coucher derrière, et j'avais essayé d'imaginer je l'ai vu vieillir, mourir, et j'avais essayé d'imaginer ce qu'était la peur, donc forcément, enfin la mort, et du coup forcément c'était le néant. Et puis il y a une crise de panique qui m'a envahi. Et qui m'a quasi pas quitté depuis, quoi. Enfin, je dirais, bon, bien sûr avec l'activité, avec le monde de la forme, comme on dit, enfin, je me suis investi beaucoup dans beaucoup de choses, entreprises et tout ça, donc j'ai réussi à fuir un peu les réalités, enfin la réalité qui m'envahissait, et moi j'ai cumulé ça, plus les attaques de panique, la peur d'avoir peur, enfin moi j'ai vraiment cumulé toutes les peurs avec l'hypochondriaque, la peur de la maladie, forcément qu'il y a la peur de la mort, et je voulais juste apporter ce témoignage sur ce que tu disais tout à l'heure, Gérald, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est justement, il y a une forme de ras-le-bol, mais vraiment un truc où je me suis dit, pourtant j'écoutais des choses comme ça, à dose homéopathique, je sentais quelque chose qui m'attirait vers cette voie, mais sans que ça percute chez moi, et là c'est vraiment quelque chose où je peux pas faire autrement, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, quand j'entendais
Nisargadatta qui disait j'ai une bonne nouvelle, c'est que voilà, vous pouvez vous débarrasser de tout ça. J'ai enfin quoi, voilà, et ça a vraiment. Et alors là, quand j'ai encore là, ça fait, je suis sous médoc encore depuis quelques temps, mais depuis que j'écoute les vidéos et que je sais pas, j'ai l'impression que il y a une distance qui s'est prise quand même. Et quand j'ai des peurs qui arrivent, qui sont vraiment très fréquentes depuis longtemps, qui ont été très fortes depuis 1 an surtout. C'est pour ça que tout a craqué, je crois, il y a quelques semaines. J'ai pris rendez-vous aussi avec le général dans quelques semaines également. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé, que j'écoutais aussi Nisargadatta, qui disait ça je ne le suis pas, quand il y a une peur qui arrive. Alors j'y crois pas vraiment, mais en même temps le fait de me le dire tout haut, franchement ça m'a beaucoup aidé. Alors je dis pas qu'il y a toujours ces peurs d'avoir peur, mais pour l'instant elles sont plus là. Enfin après elles vont sûrement revenir, voilà, c'est juste pour faire participer, pour dire que c'est vrai que c'est vraiment l'accumulation d'angoisse, de souffrance qui fait qu'à un moment donné c'est un truc qui se fait tout seul, quoi. On n'en peut plus. Voilà. Alors pendant que tu parlais, je me disais que tu étais un petit peu le symbole de l'Occident. Ouais, je caricature. Hein. Mais tu vois, chez les peuples premiers, par exemple, la peur de la mort, elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ils sentent la vie. Ils sentent le goût de la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, en Occident, on a vraiment cultivé beaucoup le mental. Et du coup, ce qui se passe quand on vit au niveau du mental, c'est qu'on commence à passer de la vie vécue à la vie pensée. Donc on pense sa vie en permanence. Donc il y a un déroulement de l'historique dans le futur, dans le passé, avec finalement très peu le goût de maintenant, le goût du présent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc ça consomme beaucoup d'énergie, en fait, de tout le temps en train de faire des histoires. Et ce qui se passe quand on sent plus le goût de la vie, on sent plus une force derrière qui pousse, si tu veux. Parce que le goût de la vie, il est intense. Dans la paix, par exemple, quand il y a une méditation, il y a à la fois quelque chose de incréé, non créé, non manifesté, donc là on ne peut rien dire dessus, mais de ce non manifesté, il y a une grande force. Toute la puissance de l'univers, elle émerge de là. L'univers entier, il est créé depuis ça. Depuis ce qu'on pourrait appeler le vide quantique. Il y a une énergie infinie là-dedans. Et donc ça, c'est la vie. Et ce qui se passe, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de peur et de dépression actuellement. C'est que les gens, donc, ils pensent leur vie, donc ils voient leur historique, là, j'ai ça à faire. Sauf que j'ai pas le background, la puissance derrière pour le faire. Je me sens toujours en manque d'énergie pour le faire. Pourquoi je me sens en manque d'énergie ? Parce que je sens plus la vie. Des fois, une fois en cours de yoga, j'avais fait une méditation et je leur disais, c'était l'une de mes premières méditations, je dis aux gens, donc vous sentez votre main, est-ce que vous sentez la vie dans la main ? Et vous sentez que la main est vivante ? Il y a quand même 3 personnes qui m'ont dit non, je ne sens pas que ma main est vivante, je ne sens pas la vie. Et donc il y a quelque part une rééducation de base à refaire à l'Occident en général. Et ce serait, par exemple, exercice très simple, très basique. Par exemple, tu t'entraînes à sentir la chaleur dans tes 2 mains. Donc déjà, ça va faire du bien parce que l'énergie vitale va lâcher au niveau de la tête. Tu vas arrêter de mouliner tout le temps et tu vas ramener l'attention plus bas. Je connaissais une sage dans la voie catholique qui disait la réponse est toujours plus bas. Donc vous cherchez quelque chose, c'est jamais là, c'est plutôt là où c'est plus bas de toute façon, on cherche plus bas. Et puis et après, donc, quand tu sens la chaleur dans tes mains, tu sens la chaleur ensuite dans tes pieds. Déjà, sens comment ça tu sens qu'il y a une force, tu vois, tu te sens plus soutenu quand tu sens la chaleur dans les mains et les pieds. Et après, tu vas comme ça de plus en plus subtil. Après, tu sens les picotements, les fourmillements dans les mains, dans les pieds. Donc là, tu sens que c'est vivant. Puis après, encore un peu plus subtil, tu sens les battements du cœur dans les pulpes des doigts. Donc là, il y a bien une force qui fait battre le cœur, la pression qui va jusque dans la pulpe des doigts. Et après, tu sens cette force jusque dans tes orteils, la pulpe des doigts jusque dans les orteils, les battements du cœur jusque dans les orteils. Et est-ce que tu sens cette force vitale ? Parce
Est-ce que cette force vitale est la peur? Non. Ben non. La vie ne connaît pas la peur en fait, hein, dans son expression directe. C'est juste une puissance comme ça qui porte quoi, et qui pousse. Donc en fait, ce qui fait qu'on a peur à notre époque, hein, les burn-out et tout ça, bon déjà c'est souvent qu'on est tellement coupé du corps qu'on ne ressent même plus quand le corps dit non. Mais aussi ce qui fait ça, c'est que je veux faire quelque chose mais je sens pas l'énergie pour le faire. Donc revenir dans le corps, dans la sensation du corps, sentir que s'il y a de la puissance, il y a de la ressource. Et puis si le corps il dit j'ai besoin de dormir, voilà, tu vas dormir quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que tu sens que comment il y a plein de choses qui tombent, Oui, là oui, je le sens, mais c'est vrai que c'est pratique, parce que j'écoutais des choses, je lisais des choses quand je ressentais ces paniques. Alors j'étais en état, je me mettais en méditation, en essayant de ressentir dans le corps, mais quand on est débordé de l'émotion, parfois j'y arrivais, mais souvent j'étais débordé par l'émotion, et après il n'y avait que l'action de faire autre chose, de me remettre dans le mental, dans une activité pour pouvoir compenser quoi. Donc, ouais, alors ça c'est très bien de le voir. Ça ne marche pas. Ça peut marcher à très court terme, mais en fait ça va s'accumuler. La preuve, c'est ce que je disais, je suis là et puis là je peux pas faire autrement, là je peux plus quoi. Ouais. Les mécanismes de compensation en fait ça marche pas du tout. Il y a toujours un petit grincement intérieur qui va te dire oh tu te voiles la face, t'es en train de. Il y a quelque chose qui sait, tu vois. Et vraiment, le seul moyen, c'est de revenir maintenant, de goûter, de savourer cette vie en tant que maintenant. Et peut-être qu'il y aura des phases de pic, des phases de crise, mais à ce moment-là, les sages ils disent quand vous ne pouvez pas travailler dans les pics, vous travaillez en dehors. C'est-à-dire, parce que des fois, si tu es submergé, tu sens que vraiment tu es dépassé, t'attends que ça passe. Et puis, au moment où ça va, où c'est tranquille, là tu ancres, tu vois, tu t'approfondis. En vous écoutant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que aussi en essayant d'accepter aussi, quand je suis débordé par l'émotion, je dis ok, voilà, alors c'est pas toujours simple de le faire, mais en même temps c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Enfin, voilà, qu'on essaie pas de lutter contre en fait. Ouais. Et des fois tu peux aussi aller au bout de ce que te dit la peur, hein, tu vois, enfin, c'est-à-dire la peur elle te dit tu vas être à la rue, tu vas à la rue et après. On s'en fout, c'est pas grave. Il y aura plein de trucs, la vie, ça t'aidera, quoi. Ça t'aidera. Tu ne seras jamais démuni. Tu veux dire aller jusqu'au bout de l'histoire de la peur pour justement montrer que vous, il y a la vie, c'est ça? Ben, en fait, si tu veux, quand je suis revenu d'Inde, je me suis rendu compte que vraiment... il peut rien t'arriver, quoi. Surtout quand t'es en France, il y a quand même... t'es pas dans la jungle avec les tigres, quoi. Ça va, tu vois. T'as peut-être des amis qui peuvent t'aider. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de grosses galères, quoi. Il y a des grosses galères si tu crois dans l'histoire et que t'en fais tout un monticule. Mais sinon, dans le vécu direct, on est quand même confort, quoi, ici. Ça va. Même les gens qu'on dirait qu'ils ne sont pas confortables ici, moi j'ai vécu avec des gens qui n'ont vraiment rien du tout et qui sont très heureux, donc je peux dire que non, c'est... Mais bon, le mieux c'est de laisser passer, quoi, et ne pas y croire dans tout ce que ça te raconte. Ok, merci. Il y a plein d'approches. Oui. Tiens, tu veux un café? Ouais. Ah ouais. Je sais pas comment aborder en fait un gros émotion depuis ce matin, depuis 6h du mat. Ça s'est actif, évidemment. Mais je suis en train de toucher pas pour la première fois, mais là j'allais vraiment être à une tristesse dont plusieurs personnes m'avaient déjà pointé en me disant
Sauf qu'il y avait un jugement énorme par rapport à la tristesse. Là, du coup, c'est vu depuis le calme, mais c'est quand même vécu de manière assez personnelle pour le moment. Et il y a un blanc, désolé, j'attends que ça vienne. Il y a une sensation de lourdeur sur... c'est pas une sensation corporelle, mais il y a aussi une sensation d'avoir une vie plombée, plombante. Je suis en train de voir qu'en fait, tout le personnage est construit autour de ça, en fait. Et de toujours fuir l'idée qu'on puisse voir que je suis en fait triste. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. En fait, j'ai pas grand chose à me dire, je crois que j'avais juste besoin de m'exprimer. Ok. C'est même pas une question en fait. Ouais. Ou alors c'est encore une fuite, j'en sais rien. C'est dit. Je sais qu'il y a aussi des choses de temps en temps. Hier, il y a eu, et je l'ai entendu finalement, parce que il a glissé un mot que j'ai entendu, même si j'étais en train de rendre le micro, parce que il y a un côté chez moi d'avoir l'envie, en même temps toujours beaucoup de peur aussi de... peur de quoi d'ailleurs? Peur de déplaire. Il a une peur de déplaire. Ça ressemble vachement à ça. Il a une peur de ça. déplaire et c'est à qui? C'est papa ou maman? Parce qu'en général, c'est soit l'un soit l'autre. Naturellement, il y a eu les deux, mais d'abord le père. Mais il y a eu les deux qui sont venus en tête. Et est-ce qu'il y avait un espèce de, je sais pas, un petit interdit ou une résistance de la part des parents que tu puisses exprimer des fois, je sais pas, la peine, la colère, choses comme ça, il fallait plutôt restreindre ou diminuer ou pas l'exprimer forcément complètement ou... Bah là me revient un souvenir qui... Oui. Accrochez-vous bien. Coupe du monde 98. Et je sais plus de quel but on met, mais on en met un. Enfin, bon, j'adore. Parce que là, je me sens vachement limitée. Sachant que j'aime pas particulièrement le foot, mais bref, j'étais en train de faire ça avec mon père, justement. Et on était en train de regarder ça ensemble. Et ça a été un tel soulagement et une explosion de joie qui fait qu'il y a eu une sorte de hurlement qui est sorti. Et c'est le regard. Ouf. Ok. Je peux pas parler. C'est-à-dire que ça lui a fait peur. Ouais. Du coup, il y a eu un... Il a coupé net dans une colère. Ok. Ça commence à se marrer là quand même. Il a coupé net dans une colère énorme en disant mais ça va pas bien, le côté folie. Ça sort de nulle part, donc c'est de la folie. Okay. C'est pas contrôlé quoi. Donc c'est bien ça, quelque part, à un moment donné, pendant l'enfance ou l'adolescence, il y a bien eu des restrictions ou une résistance à l'expression. Ouais. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais il y a un côté, du coup, je suis en train de faire les liens, exprimer un côté que j'allais dire impromptu, mais c'est pas ça, c'est comment on appelle ça? Spontané. C'est marrant que j'ai mis impromptu à la place d'ailleurs. Un côté spontané, du coup, effectivement, il y a quelque chose. C'est un truc que je fais beaucoup parce que j'adore surprendre les gens. Et en même temps, je ne m'autorise pas le spontané de la vie qui a envie de s'exprimer. Je le sens bien depuis un moment. Parce que je n'autorise même pas à laisser s'exprimer ce qu'il veut s'exprimer en fait. C'est que je suis incapable de dire vers quoi j'ai envie d'aller. Ça n'arrête pas de bouger. Donc effectivement, derrière ça, il y a bien une crainte, une peur. Oui, voilà, de me tromper en fait. Voilà, de me tromper, et puis de comment les autres vont regarder ça, observer ça, est-ce qu'il va y avoir un jugement, une critique, un regard, enfin bref, il y a tout ça qui va avec. Tout en aimant être marginal aussi. Tout à fait. Et évidemment. Tu joues sur les deux plans, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a tel côté aussi artistique. Ouais.
vais rester avec ça parce que ça y est, c'est posé là, c'est très tranquille. Ouais, là on a plus l'impression que tu constates, et puis c'est ça en fait. Ça va, c'est ok d'ailleurs. Il y avait une première étape qui était juste au moins l'exprimer parce que l'autoriser ça en fait. Donc, après le reste, ça va. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste donner un témoignage pour peut-être rassurer les gens, parce que moi, j'ai vécu le début de mort, et c'était tellement bien que du coup, j'avais pas du tout envie de revenir, et il m'a fallu très longtemps pour retrouver la joie d'être dans le corps, et des années. C'était pendant une opération ou un accident? C'était à la suite d'hémorragie. D'accord. Je suis partie. T'as fait un coma? Non, pas un coma, mais quoi en fait, je me suis vidée de mon sang, on va dire. Du coup, voilà, je suis partie, donc c'était tellement bien, confortable, il n'y a plus d'émotionnel, tout se passe vraiment sans douleur. Et du coup, oui, c'était plus un réapprentissage de recontacter une joie d'être vivant. J'ai été très longtemps à ne pas avoir envie d'être vivante. Donc, tu peux pas ne pas être vivante, mais de ne pas être dans le corps, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. En fait, on n'est pas non plus dans le corps, mais bon, c'est incroyable. Mais il faut du temps après pour... Maintenant, je fais bien les dissociations, ce qui est point d'épingle, ce qu'on voit, le reste. Ouais. Ça peut aussi être un chemin de réalisation, il y en a une infinité, mais la voie des expériences comme ça, hors corps. C'est très intéressant. Ma mère a eu une expérience semblable à la tienne. Donc elle a fait une hémorragie, puis la tension est descendue 6, 5, 4, donc intransfusable en plus, parce qu'elle avait un sang très particulier. Moi aussi. Donc tous les sangs en fait, qu'on lui mettait, il y avait un rejet. Donc elle a fait un coma, une espèce de mort clinique, et justement elle a vécu un truc particulier. Quand elle est revenue, effectivement il n'y avait plus aucune crainte, il n'y avait pas la moindre trace de peur de la mort. Par contre, ça a été un peu compliqué dans le corps, pendant un bon bout de temps. Et après, bon, elle a pris conscience de ça. Et 20 ans après, il lui est arrivé la même expérience, avec encore un problème de sang. Et elle a fait la même chose, le même voyage, entre guillemets. Bon, elle a fait des rencontres, mais en même temps, dans ces rencontres, pour elle, tout ne faisait qu'un. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation. Pour elle, par exemple, là où elle pensait être, c'était un lieu sans être un lieu. Les couleurs, les sons, tout ne faisait qu'un, tout ça. Et du coup, évidemment, ça a confirmé plein de choses. Et je suis d'accord, je suis tout à fait OK avec ce que dit Pierre quand il dit ça peut être un chemin de réalisation, parce que du coup, quand tu n'as plus la peur de la mort... Oui, mais justement, il faut avoir envie d'être vivant. C'est ça le truc, mais souvent ça donne ça en fait. Et ma mère elle a eu la même chose. Mais après c'est revenu, parce qu'il y a comme des compréhensions qui accompagnent le chemin d'une expérience de mort que l'on fait. Il y a plein de choses qui en découlent après. Donc il y a aussi un passage, il y a comme une transition. Alors, dans la transition, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, on est dans le corps, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Mais ça va finir par passer. Il y a une acceptation, il y a quelque chose qui se met en place à un moment donné, et puis il arrive plein d'autres choses derrière. Hein. Mais justement, là maintenant, j'ai réapproprié cette joie. C'est ça. Et c'est beaucoup plus pétillant. Carrément. C'est une envie de... Justement, il n'y a plus d'âge, enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est ça. C'est ça. Souvent chez les personnes qui font des NDE, font des expériences comme ça, ce qui est difficile, c'est le côté carton-pâte du monde. On se sent dans un décor de Walt Disney, dans un décor, tu vois, de film. Et donc la seule chose à faire, c'est d'accepter qu'effectivement, pour moi, c'est un décor de film. Et alors, c'est pas grave. Voilà. C'est carton-pâte, c'est carton-pâte. C'est ok. C'est ok. Ah ouais, là-bas, ouais. Alors en fait, je sais pas. Merci beaucoup. En fait, quand tu parlais de ce qui nous manquerait, enfin, je ne sais plus comment tu as tourné la question, pour sentir éveil, et pour être... est-ce que vous êtes éveillé ou... Enfin, c'est pas clair. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas éveillé? Voilà. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est... mais je le suis. Oui. C'était vraiment... J'avais vraiment cette impression, quoi.
Et je me suis rendu compte, et donc à partir de là, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a quelque chose de chouette, quoi. Et puis je me rends compte que c'est parce que je perçois, en fait. C'est que ça perçoit. Oui, exactement. Et ça que perçoit. je ne suis pas ce qui est perçu. Exactement. Okay. Et puis après, donc ça part. Et donc là, je me dis, si je me sens pas éveillée, c'est que je sens pas ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire, par exemple, ce que tu as dit hier avec le verre. Le verre, Okay. c'est moi. Ouais. Les autres, c'est moi. Enfin, c'est plein de concepts un peu comme ça que je ne sens pas. Ouais, il y a souvent deux, on va dire deux phases dans l'éveil. Il y a deux phases dans l'éveil. La première phase, c'est réaliser que donc il y a personne. Il y a personne pour voir. C'est pas par ta volonté que tu vois. Ça fait tout seul. Et donc là, tu réalises que c'est non manifesté, non incréé, c'est pas une création, c'est ce qui perçoit n'est pas un objet, c'est un sujet absolu. Et à un moment donné, tu réalises que ce non manifesté, au début, tu réalises que cette forme-là, comment dire, le non manifeste était déguisé par cette forme. Et en fait, quand tu le réalises derrière cette forme, tu le réalises après, il y a une autre phase. Tu le réalises derrière toutes les formes en même temps. C'est-à-dire que tu ne vois plus depuis l'essence, mais tu vois depuis ailleurs. Tu vois depuis le calme en tant que le calme, et donc le calme est partout et se reconnaît partout. Je dis le calme pour donner une... Oui, mais c'est pas le calme en fait. Non, c'est plus... C'est qu'un mot, quoi. C'est pas... Tu peux pas définir. C'est pas... C'est ça. C'est pas essayer en même temps. Non, c'est complètement, mais c'est pas un objet. Quel qu'il soit. Ça peut être ce qu'on appelle la conscience, c'est la même chose. Oui, la conscience. C'est la conscience. C'est la conscience. Et donc quand tu es conscient d'être la conscience, à un moment donné, ça réalise que c'est partout en même temps. D'accord. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que ça fait un petit moment que je demande la parole et en fait ça tourne. Puis là, ça revient à moi et en fait, ça a beaucoup parlé de peur. Ouais. Et alors moi, j'ai senti, parce qu'au début, je sentais ça, j'ai beaucoup de sensations dans le corps. Hein. Et donc, j'ai senti ces sensations et je me disais, mais oui, mais je les perçois, donc c'est pas moi, donc oui, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Et au fur et à mesure que ça passait de l'un à l'autre, et il y a peur. Alors moi, je me retrouve avec des trucs dans le corps complètement... Là, je peux plus dire, c'est pas moi. Ces sensations. Bah si c'est une sensation, c'est pas toi. Parce qu'en fait, elles sont tellement fortes, toujours. Ouais, mais c'est pareil. Ouais. Que ce soit fort ou pas fort, c'est toujours une sensation, donc c'est pas toi. Voilà. Donc, en fait, il y a toujours ce jugement qu'en fait, que les sensations, c'est dans le corps, c'est pas bon, quoi. C'est pas... Voilà, il y a un jugement. C'est jugé mentalement. Voilà. Exactement. Ouais. Ben, voilà, c'est ça, c'est ce discernement vraiment radical, c'est ça la réalisation. Alors j'aimerais poser une question aussi, parce que donc moi j'ai beaucoup de douleurs dans le corps, et en fait hier soir, donc en fait il y a une douleur principalement, c'est une vertèbre qui a été cassée il y a quelques années. Oui. Et moi, j'ai toujours vu, depuis que je suis tombée, j'ai toujours vu cette croix derrière. Ok. Ça fait une croix. Et en fait, hier soir, ce qui m'est apparu, c'est... mais est-ce que je ne suis pas en train de croire que que la souffrance et la douleur est indispensable pour renaître? Ça peut dans certains cas. Mais après, c'est lâché. Parce que c'est tellement... Mais c'est très fréquent, en fait. Ah oui. Bon, dans la voie catholique... je sais pas comment dire, mais tu vois, quoi, la voie catholique bien...
catholiciste, tu vois. Bah ouais, il y en a beaucoup qui croient que c'est par la souffrance que... mais après, ça culmine à un état où c'est transcendé. Ça marche, ça peut marcher aussi. Ouais. Oui, non, ça amène à la réalisation aussi. Ouais. Mais c'est drôle, parce que c'est vraiment ça, c'est une croyance qui ne m'appartient vraiment pas, parce que c'est quelque... Enfin, moi, j'ai jamais été croyante. Enfin, je veux dire, j'ai jamais... Ouais, mais tu sais, ça peut être des tendances autres avant que tu naisses. Ouais. Des choses ancrées d'avant. Une dernière, peut-être, là. Ouais, une dernière pour ce matin. Et les autres questions, vous les gardez pour tout à l'heure? Voilà, vous les écrivez. Là-bas. C'est un nouveau moi. J'ai été très touchée par ton partage. Avec des parents super stricts, un traumatisme dans l'enfance et tout, et du coup 20 années pour apprendre à m'aimer. Hein, sur le chemin, il fallait apprendre à s'aimer. Et donc un autre argument que j'ai, même si ça m'amuse à croire que je suis éveillée et que je vois que je ne le suis pas, c'est que j'ai appris à m'aimer au point qu'aujourd'hui je m'aime, mais je m'aime au point de ne pas avoir envie d'être quelqu'un d'autre. Et donc je me rends compte que je suis attachée à ceux que j'aime. Ouais. Et alors je l'aime, parfois je le déteste, hein, mais je me dis je l'aime. Et bah voilà, du coup c'est ça qui fait comme argument. Tu pointes vers où la direction quand tu dis je m'aime? J'aime la petite fille qui a fait tout pour s'aimer. Et donc j'aime bien. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de faire la même chose avec le calme? Ah oui, j'aime le calme aussi. Ouais. Non mais je m'aime en tant que le calme. C'est pas j'aime le calme comme une expérience, c'est je m'aime en tant que le calme. Oui, je m'aime en tant que le calme. Tu vois, simple, quand on pratique par exemple le mantra, traditionnellement, on l'adresse au calme, en tant que le calme. C'est-à-dire qu'on parle à Dieu en tant que ressenti du calme. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est très concret, si tu veux. Et c'est ça qui fait la bascule. Parce qu'effectivement, si tu t'aimes en tant que la petite fille ou je sais pas quoi, en tant que personnage, tu vas cristalliser vers ça, tu vois. Donc l'idée, c'est d'aimer le calme, de t'aimer en tant que le calme. En fait, ce calme-là, tu l'aimes, tu sais que c'est... Comment dire ça? Ce calme, c'est la conscience, c'est la présence, c'est ce que t'es, fondamentalement. Et c'est ça qui permet de se détacher de la personne. Ouais. Tu aimes le calme en tant que le calme, c'est-à-dire tu ressens le calme. Le curé d'Ars, il disait, donc l'adorateur et l'adoration, à un moment donné, fusionnent comme deux bougies de cire qui sont coulées ensemble. Et c'est la même chose avec voilà, ce qu'on appelle l'amour. Il y a un moment donné où tu aimes, par exemple, par exemple, tu pratiques le mantra je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et là, tu vas sentir une ouverture, une expansion, de l'amour, de l'unité et tout ça. Et là, en fait, plutôt que de te centrer vers quelque chose d'extérieur à l'expérience, tu aimes l'amour lui-même. Ça peut paraître duel quand on le dit comme ça. L'amour, c'est lui-même, ça ne veut rien dire. Mais en fait, là, il y a de la joie parce qu'il y a une fusion avec soi-même. Il y en a qui appellent ça le mariage avec soi-même, dans certaines traditions. Et ça va direct. Donc l'amour de soi, c'est l'amour de ce calme-là. L'amour, c'est pas l'amour de soi, c'est l'amour du soi. Du soi. C'est pas la réalisation de soi, parce que l'humain ne peut pas se réaliser, il n'y a pas d'accomplissement humain. Le seul accomplissement, c'est l'accomplissement de ce qu'on est, fondamentalement. De être, réaliser que tu es le soi. Ah bah c'est beaucoup plus clair, merci.